La Chine intervient en fin de programme de géographie de première et c'est l'occasion de faire une espèce de synthèse de tout ce qui a été vu dans l'année, notamment sur le phénomène des métropoles, de l'urbanisation, mais aussi sur les phénomènes concernant les espaces productifs. Alors l'intitulé de la leçon, c'est la Chine, des recompositions spatiales multiples. Mais avant de parler de ces recompositions spatiales, il faut d'abord présenter la Chine, sinon on ne comprend rien. Donc, la question des recompositions, nous ne l'aborderons que dans une troisième partie, où nous nous interrogerons sur ce qui change en termes de territoire en Chine, mais il faut d'abord procéder à une présentation du phénomène chinois aujourd'hui dans le monde, et en particulier des questions de croissance, c'est-à-dire de croissance économique, de croissance démographique. La Chine est aujourd'hui toujours le pays le plus peuplé du monde, c'est devenu la deuxième puissance économique mondiale. Il faut commencer par analyser ces facteurs. Alors, croissance démographique, croissance économique, et d'abord un petit point sur le fait démographique en Chine. On rappelle que la Chine est toujours, sans doute pour plus beaucoup de temps, le pays le plus peuplé du monde, avec une population qui atteint à peu près 1,4 milliard d'habitants. Plus pour très longtemps sans doute, parce que l'Inde rattrape la Chine et devrait, incessamment sous peu, devenir le premier pays le plus peuplé du monde. Alors, cette population est extrêmement nombreuse, sa croissance est ralentie, on le sait, depuis maintenant une quarantaine d'années, à cause de la politique de l'enfant unique qui a été mise en place par le gouvernement chinois en 1979 et qui aujourd'hui produit ses effets, puisque la population chinoise continue à croître, à cause du phénomène d'inertie lié au fait que, quand ces mesures ont été prises dans les années 80, la population chinoise était déjà extrêmement nombreuse. Mais c'est aujourd'hui une population dont la croissance diminue, et c'est une population vieillissante. La répartition de la population sur le territoire chinois est très déséquilibrée. On constate que c'est le littoral chinois qui connaît les plus fortes densités, des densités extrêmes dans certaines localisations particulièrement dynamiques du littoral, comme par exemple à Shanghai. On constate que vers l'intérieur du territoire, la Chine est encore très peuplée, mais que les densités tendent à diminuer, même si on constate des agglomérations de population de plus en plus importantes, notamment le long de l'axe des deux grands fleuves chinois, que sont le fleuve bleu et le fleuve jaune, qui sont des axes de pénétration de la puissance chinoise vers l'intérieur de son territoire. Enfin, ces densités diminuent de plus en plus à mesure qu'on va vers l'ouest et vers le désert du Xinjiang, qui est un territoire très peu peuplé. Le fait démographique est absolument fondamental en Chine. Il faut le mettre en rapport avec les évolutions économiques que le pays a connues pour constater que nous avons aujourd'hui une société bouleversée, une société qui est en transition et qui change beaucoup. D'abord, on constate une transition urbaine, donc qui a été abordée dans une autre partie du programme de géographie de première. La Chine, au moment où les communistes prennent le pouvoir dans le pays, il y a fort longtemps, en 1949, était un pays rural où il n'y avait que 5% de citadins. Aujourd'hui, la population chinoise est majoritairement urbaine, de peu, d'environ 60% à peu près, 55%, ce qui forme une masse d'urbains de près de 700 à 800 millions de personnes, c'est-à-dire plus de 2 fois la population des États-Unis, et il est évident que cette croissance rapide de la population urbaine a des conséquences extrêmement importantes. Le phénomène migratoire est très important en Chine. Pendant très longtemps, on a assisté à des vagues migratoires vers le littoral, là où étaient les activités dynamiques les plus productives. On assiste à l'heure actuelle à une espèce de reflux, avec notamment des départs de population plutôt vers l'intérieur du territoire, où des espaces, des régions chinoises sont mis en valeur à l'heure actuelle. Au chapitre des migrations, n'oublions pas la diaspora chinoise qui est extrêmement importante et qui est un relais de la puissance chinoise hors de ses frontières. Une diaspora, on rappelle que c'est l'éparpillement d'une population
à travers le monde, une population migrante, mais qui reste solidaire avec son pays d'origine, qui conserve des contacts avec son pays d'origine. Enfin, aujourd'hui, la Chine connaît des bouleversements sociaux. On rappelle quand même que c'est un pays formellement communiste et que, en principe, dans un pays communiste, les inégalités sociales sont réduites, sinon supprimées. Ce n'est pas du tout le cas en Chine, où on constate aujourd'hui l'apparition de plusieurs millions de millionnaires, mais à côté de ça, d'une masse de gens qui vivent dans une situation d'extrême pauvreté. On peut considérer que dans les campagnes chinoises, on a à l'heure actuelle 150 millions de misérables, c'est-à-dire de gens qui vivent au niveau d'un PMA. Parmi ces pays les moins avancés. On peut s'interroger aussi sur l'émergence de classes moyennes chinoises, qui sont des classes moyennes consommatrices, qui accèdent à un certain niveau de confort, et donc on peut s'interroger sur la perspective d'une moyennisation de la société chinoise au plan économique et social. Un mot sur la croissance économique que connaît le pays, on ne va pas en faire l'historique, nous n'avons pas le temps, mais cette croissance est extrêmement forte depuis environ une trentaine d'années, à partir du moment où la Chine s'est ouverte aux investissements étrangers, et la Chine connaît depuis 30 ans une croissance moyenne d'environ 10%, ça veut dire que tous les ans, le PIB chinois s'accroît de 10% de façon durable et continue, ce qui fait aujourd'hui de la Chine la deuxième puissance économique mondiale. On rappelle que cette croissance a été obtenue par la transformation de la Chine dès les années 80 en une espèce de pays atelier, et qu'ensuite les capacités commerciales de la Chine sur le littoral ont été exploitées à plein, et aujourd'hui la Chine est un très grand pays commerçant. La croissance de cette population, ajoutée à la croissance économique, a des conséquences extrêmement importantes que nous allons examiner dans les deux parties qui suivent. Donc dans un deuxième temps, on s'interroge sur les effets de cette croissance sur les espaces chinois, sur les ressources, sur l'environnement et sur la modification des régions chinoises. Alors, dans un premier temps, il faut envisager la pression sur l'environnement. La Chine est connue pour être un pays très pollueur. Alors, qu'en est-il exactement? D'abord, il faut incriminer l'extension des activités. On constate que les activités économiques, industrielles ont pris une place considérable dans la Chine d'aujourd'hui, les activités commerciales aussi. Il faut sans doute mentionner l'aménagement de toute la façade pacifique de la Chine, qui porte 7 des 10 plus grands ports mondiaux, ce qui est tout à fait considérable, et ce qui implique des équipements en infrastructures considérables, lesquels peuvent nuire, bon, certes à l'environnement. Pensons également au progrès des transports en Chine. Cette carte nous montre le réseau ferré chinois à l'heure actuelle, et notamment les multiples lignes à grande vitesse qui ont été installées ces dernières années, et on voit que toute la partie orientale, la partie est du pays, est parcourue par ces lignes de transport, par ces lignes de train à grande vitesse notamment, avec des effets sur les territoires. Alors on peut retrouver ce vieux terme de géographie qu'il est bon de réutiliser de temps en temps. On parle de mitage quand des activités traditionnelles, par exemple des activités agricoles, reculent devant la pression des activités industrielles, d'urbanisme ou de transport, avec une réduction de l'espace agricole en Chine à l'heure actuelle, ce qui peut poser problème quand on a un chiffre de population extrêmement important. La pression sur les ressources est extrêmement importante. Alors, la Chine est un pays qui pollue beaucoup à l'heure actuelle, il faut le dire. Certains produits de base, certaines nécessités de base ne sont pas tout à fait assurées en Chine à l'heure actuelle. L'eau, l'accès à l'eau potable est encore un problème en Chine pour près de 40% de la population. La Chine a une image très moderne d'un certain point de vue, mais il y a aussi quelque chose de très archaïque et de très peu développé dans la Chine de l'intérieur. Les déchets industriels
sont extrêmement importants aussi en Chine. La production de plastique est absolument considérable et les fleuves chinois sont parmi les plus importants responsables de la formation de ce fameux sixième continent qui sont les agglomérations de plastique qu'on trouve dans les espaces océaniques à l'heure actuelle sur la planète. Cette pression sur les ressources, c'est aussi une pression sur les ressources énergétiques. La Chine est un gros consommateur de pétrole et surtout de charbon, dont elle est le premier consommateur à l'heure actuelle, donc le premier producteur aujourd'hui dans le monde de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, 16 des 20 métropoles les plus peuplées, les plus polluées du monde se trouvent en Chine, qui produit un bilan carbone qui est extrêmement négatif et qui est même en fait assez inquiétant à l'échelle internationale. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve dans une situation à laquelle on pensait plutôt à propos des États-Unis il y a encore quelques décennies, c'est-à-dire que ce qui arrive à la Chine aujourd'hui, compte tenu de ses immenses capacités économiques, arrive au monde aussi. Et que la Chine, notamment par l'intense activité commerciale qu'elle génère, participe à la dégradation de l'environnement mondial. Alors, cette croissance, ces problèmes environnementaux, nous aboutissons finalement aux recompositions spatiales. Quelles sont les recompositions spatiales que connaît la Chine à l'heure actuelle? Alors, il y a tout d'abord cette part absolument prépondérante du littoral, qu'on souligne encore une fois. C'est quelque chose qu'on constate dans le monde entier. Les populations, les activités sont aujourd'hui principalement littoralisées. Mais dans le cas de la Chine, c'est intéressant, ça n'a pas toujours été le cas. La Chine était un pays où les activités étaient localisées sur le littoral à l'ancienne époque des concessions, c'est-à-dire quand les pays européens, le Japon, la Russie étaient les maîtres de la Chine. Et après la révolution communiste de 1949, le président Mao a décidé, en réaction à cela, de ramener finalement le développement de la Chine vers l'intérieur, en s'appuyant sur les masses paysannes. Ça a été un échec complet, et à partir des années 80, la Chine rebascule vers son littoral, même si, comme nous l'avons dit précédemment, on a des formes de reconquête aussi de l'intérieur du territoire, à travers ces axes des deux grands fleuves, fleuve bleu, fleuve jaune, avec notamment des infrastructures considérables qui sont construites. On peut penser notamment à l'édification du barrage des Trois Gorges, qui a une très très forte capacité hydroélectrique, mais qui a supposé le déplacement forcé de 2 millions de personnes dans cette province. Les zones économiques spéciales sont à l'origine du développement du littoral. Elles ont été ouvertes dès 1979. Ce sont des endroits du littoral où la Chine a, dès 1979, accepté les investissements étrangers. Le poids de l'urbanisation doit être rappelé, mais maintenant dans ses effets spatiaux. Il y a d'extraordinaires concentrations urbaines à l'heure actuelle en Chine. On rappelle que dans les territoires des Suds, et la Chine demeure à bien des égards un Sud, urbanisation et métropolisation vont de pair. Et là, on a envie de parler de mégalopolisation pour définir des concentrations urbaines extrêmement fortes, mais qui n'ont pas forcément de grandes capacités métropolitaines. C'est le cas, par exemple, de l'énorme concentration urbaine qu'on a dans la ville de Chongqing, qui était une toute petite ville il y a encore 40 ans, et qui aujourd'hui est une agglomération multimillionnaire, ou dans l'ensemble urbain qu'on a au sud de la Chine, avec Guangzhou, Shenzhen et Canton, qui forment une espèce de mini-mégalopole, ou bien, évidemment, l'agglomération urbaine de Shanghai, qui là est une métropole de niveau international. L'urbanisation a des effets en termes environnementaux, en termes de mitage, comme nous l'avons dit précédemment. Enfin, il n'est plus possible aujourd'hui de considérer les modifications spatiales de la Chine sans prendre en compte la projection extérieure que la Chine effectue hors de ses frontières. Elle est depuis longtemps presque maîtresse de la mer de Chine orientale, qu'elle contrôle à des fins stratégiques, à des fins militaires, mais la grande nouveauté de ces dernières années est le regard que la Chine tourne à nouveau vers le continent et à nouveau vers l'Ouest, avec l'édification de ce programme extraordinaire de nouvelles routes de la soie qui devrait relier par le continent la Chine à l'Europe, ce qui permet à la Chine
d'assurer son approvisionnement énergétique sans passer par les voies maritimes qui sont parfois dangereuses, et de se mettre à l'abri au cas où il y aurait une forme d'affrontement stratégique avec les États-Unis du côté du Pacifique. Nous voyons donc, pour conclure, que ces modifications spatiales doivent se considérer à plusieurs échelles, à l'échelle locale des métropoles, qui transforment localement la vie des Chinois, à l'échelle du continent avec ce rapport entre l'intérieur du pays et le littoral, et à l'échelle internationale avec la projection de la puissance chinoise hors de ses frontières.